Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré au Togo une fois encore, qui est sur le point d'amorcer une nouvelle phase de son développement avec l'élaboration et l'adoption d'un nouveau plan national de développement. Nous en parlons avec un spécialiste, Kamal Adjaï, qui nous fait l'honneur d'être au plateau cette semaine. Monsieur Adjaï, bonjour. Bonjour. Adjaï, vous êtes ingénieur financier et président du mouvement Engagement pour l'avenir. Hein? C'est bien ça. Et ingénieur financier, qu'est-ce que c'est? Que faites-vous? Bon, écoutez, à chaque fois on me pose cette question, je suis un peu dans l'embarras de répondre, mais je vais, comme je réponds à chaque fois, je vais vous le dire aussi. Moi, je compare toujours un ingénieur financier à un ingénieur en bâtiment. Un ingénieur bâtiment, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dessine des plans, enfin pas dessine des plans, c'est un architecte ça. Un ingénieur en bâtiment, c'est qu'il exécute, il propose des plans stratégiques. Et dans mon métier d'ingénieur financier, je fais de la structuration financière, des schémas financiers, je propose des solutions pratiques, je crée des produits innovants pour la finance. À qui? Pour qui? Pour le besoin des banques, pour le besoin des États, pour le besoin des projets. Ce n'est pas dans un domaine précis, c'est quelque chose qui couvre toute une pluralité d'activités de domaines. Donc ça veut dire que l'ingénieur financier peut travailler autant pour la petite structure qu'au niveau d'un État, par exemple. Bien sûr. Sur des projets d'étatique, sur des projets d'entreprise, il peut faire tout un tas de choses. Et vous présidez le mouvement Engagement pour l'avenir. Pourquoi ne vous occupez pas vous du présent? Pourquoi vous parlez de l'avenir? Pour s'occuper du présent, il faut penser à l'avenir aussi. L'avenir se prépare dès le présent. Et je pense que on ne peut pas dissocier les deux. Pour expliquer un peu ce que c'est que l'engagement pour l'avenir, c'est vraiment, je vais le résumer en 2 mots. C'est l'appel de la nation. C'est l'appel de la nation, c'est d'apporter des réponses précises à des besoins précis. Des réponses financières? Pas forcément des réponses financières, des réponses qui couvrent tous les domaines. Au sein d'Engagement pour l'avenir, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on réunit, là on est avec 2000 jeunes, on réunit des jeunes autour de l'idéal du développement du pays. On développe des valeurs citoyennes, on développe du mental, on développe tout un tas de projets et aussi sur le terrain concrètement, on apporte une solution assez rapide et efficace. On va dans des écoles, on distribue des kits, on aide notre communauté comme on peut. C'est que ça, c'est aussi simple que ça. Et donc nous allons nous interroger avec vous sur le modèle de développement qui convient aux pays africains en général, au Togo en particulier. Le Togo, on l'a dit, qui vient de se doter d'un plan national de développement. Kamal, est-ce que c'est nécessaire un plan de développement pour un pays? Vous savez, de nos jours, tout pays qui se respecte et qui se veut d'être prospère se doit de se doter d'un plan de développement stratégique pour l'avenir. Même déjà, pour le niveau, à l'échelle du pays, c'est trop dire. Déjà au niveau des entreprises, toute entreprise a un plan de développement stratégique pour l'avenir. Et pourquoi pas un pays? Et c'est par rapport à ce plan qu'on se dit, à tel moment, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est un calendrier, c'est un canevas conçu et qui nous permet d'aller de l'avant. Tout doit être programmé, structuré et suivre une chronologie bien précise. Mais est-ce qu'à chaque jour ne suffit pas sa peine? Je dirais ça c'est du désordre. Ça c'est du désordre. Quand on travaille tous les jours, on ne sait pas trop où on va. Pardonnez-moi, mais je trouve pas ça de la bonne gouvernance. Mais est-ce que l'homme a la capacité, justement, c'est une question peut-être métaphysique, mais est-ce que c'est pas une prétention trop grande que de vouloir tout prévoir, de tout planifier? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne se trompe pas souvent? Est-ce que c'est pas limiter la capacité de l'homme à innover, à progresser? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un État? Un État, c'est une continuité. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est pas de se doter d'un plan stratégique, c'est pas une histoire d'homme. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est amené à conduire les destinées de l'État, même si c'est lui qui vote le plan. Et si le plan est ambitieux et qui s'inscrit dans le développement, dans la ligne de développement du pays, c'est valable pour les années prochaines, pour les années à venir. Même si c'est une autre personne à l'exécution, mais il faut respecter le calendrier. Il faut prévoir. Et quand on se dote d'un plan stratégique de 5 ans, moi je dirais même, c'est dans la norme, c'est ce qui se fait. Mais c'est pas au bout de 5 ans, je pense en tout cas que Dieu nous prête vie, que vous et moi on sera encore là.
Mais ce n'est pas ce plan, c'est pas ce qui manque le plus pour les États africains qui ont connu plusieurs plans, le Togo notamment avec le DSCAP, le document stratégique de réduction de la pauvreté. Mais ce qu'il faut dire, ces plans globalement ont échoué. Pourquoi les plans n'arrivent pas à fonctionner pour nos pays? Je pense que je vais vous poser la question, pourquoi vous dites que ça a échoué? Moi, je vais plutôt vous poser ce genre de questions. Donc pour vous, ces plans ont connu des succès? Je dirais pas forcément que ces plans ont connu des succès parce que je ne les connais pas tous. Mais je me dis, quand on définit un plan, c'est par rapport à des objectifs précis du moment et sur un horizon qui est assez court. C'est 5 ans. 5 ans, c'est la norme. Comme moi, je vais revenir sur le dernier qui arrive à échéance, le plan SCAP. Oui. Sur le plan SCAP, c'est quoi le plan SCAP? Ce sont les OMD, les objectifs de millénaire pour le développement. Et ça inclut quoi? Ça inclut la réduction de la pauvreté, ça inclut le social, ça inclut l'éducation de base, ça inclut la lutte contre le VIH-Sida, tout un tas de choses. Et quand je fais mon analyse de la situation du développement du pays aujourd'hui, moi, je ne dis pas que ça a échoué. Certes, il y a peut-être des choses à améliorer, à refaire, mais ça n'a pas échoué. Quand on se dote un plan aussi, il faut y apporter des actions coercitives au jour le jour. Je pense que les plans s'enchaînent les uns derrière les autres, et c'est un processus de développement, ça suit une continuité. Oui, mais si l'objectif, c'est d'arriver au développement et qu'au bout de ce plan-là, on constate que la majorité est encore dans la pauvreté, est-ce qu'on ne peut pas conclure que le plan a échoué? Vous pensez bien que le défi de la pauvreté que nous avons dans notre pays, ou en tout cas dans nos pays africains, au bout de 5 ans, on peut facilement réussir à les éliminer? Je ne pense pas. Quand vous relativisez avec des pays beaucoup plus développés, lisez un peu l'histoire des pays comme la France ou la Belgique. Ce sont des pays qui ont mis des centaines de millénaires aussi à construire ce que nous voyons aujourd'hui. Le processus, le développement, c'est tout un processus. C'est pas quelque chose qui se fait dans un laps de temps précis. Et c'est quelque chose qu'il faut prévoir, programmer et au jour le jour exécuter pour arriver à ce que l'on souhaite. Oui, mais vous faites bien de rappeler tantôt que les anciens plans sont arrimés aux objectifs de développement durable, ces objectifs qui découlent des OMD, des objectifs pour le développement, qui ont aussi échoué. Donc, ça veut dire que le problème est réel, ce que nous disons. Je continue pas à croire. Aucun État africain n'a réussi à atteindre les objectifs des OMD. Je continue pas. Oui, peut-être aucun État africain n'a réussi à atteindre totalement les objectifs des OMD, mais moi je continue pas à croire que ça n'a pas échoué et qu'au jour d'aujourd'hui, même si ça n'a pas été ce qu'on avait prévu initialement, mais on a quand même pu avancer et c'est quand même mieux que ne rien faire pendant tout ce temps. Et moi je suis quelqu'un qui analyse les choses de manière pragmatique et directe sur le terrain. Je parle en fonction de ce que je constate, aussi bien en fonction des statistiques bien évidemment, mais tout d'abord en fonction de ce que je constate sur le terrain. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que des choses sont parfaites. Elles sont parfaites. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des améliorations à faire. Il y a encore tout un processus à conduire. Mais louons ce qui est fait et continuons à travailler dans le sens du développement. Est-ce que vous avez lu le programme national de développement du Togo? Bien sûr. Un bon citoyen se doit de le lire. Quelles sont vos premières impressions de votre lecture de ce plan? Qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de génial. Pourquoi je trouve que c'est quelque chose de génial? Parce que l'accent est vraiment, pour une fois, l'accent est vraiment mis sur le secteur privé. Et le secteur privé, il a été consacré quand même au secteur privé près de 3 000 milliards, excusez-moi, sur une enveloppe de 4 666 milliards. Je trouve formidable. Enfin, pourquoi je trouve formidable? Je me dis, enfin, on a compris que le développement ne passera que la promotion du secteur privé. C'est le secteur privé qui est le moteur du développement. Et plus on mettra l'accent sur le secteur privé, plus les choses iront mieux. Et maintenant, ce qu'il y a à faire, sans toutefois oublier, avant que je ne m'étale un peu, sans toutefois oublier les autres secteurs, qui a été la transformation du port. Au jour d'aujourd'hui, moi, je lisais les journaux il y a 2 jours et j'ai lu un article qui me réjouissait formidablement. C'est que le port de Lomé est maintenant le premier de la sous-région, même devant le port de Lagos. Et ça, je trouve formidable. Ça fait partie des objectifs de ce plan.
Il y a eu le secteur de l'énergie, il y a eu le secteur de la santé. Et même si tout n'est pas parfait au jour d'aujourd'hui, je le reconnais, mais je trouve que les choses s'améliorent de jour en jour pour quelqu'un qui veut les voir quand même. Donc vous vous réjouissez de la place grande accordée... Je me réjouis, c'est peut-être un gros mot. Au secteur privé. Vous êtes plutôt libéral, hein? Je suis plutôt libéral. Je suis très, très, très favorable à l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est ce dont nous avons besoin. On est face à un problème de chômage pléthorique. Nos jeunes sont là, ils ne trouvent pas du travail. Allez voir un peu à l'université, quand ils finissent les études, ils se retrouvent à la maison et on ne sait pas où les caser. C'est formidable de développer des entreprises. C'est formidable, c'est magique. Et ces entreprises deviendront des mastodontes, vraiment des industries qui recruteront massivement des gens. Et quand on recrute des gens et qu'on leur donne un emploi, je pense que c'est résolu à vie son problème. Oui, mais votre vision, est-ce qu'elle ne débouche pas sur le capitalisme pur et dur qui conduit aux dérives qu'on constate aujourd'hui dans le monde de la finance internationale? C'était moi un pays où il y a du socialisme aujourd'hui. Enfin, du socialisme, du communisme plutôt, j'ai envie de dire. Le capitalisme, c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que le capitalisme n'a pas échoué avec les dérives de la finance internationale aujourd'hui? Tout le monde tire à boulet rouge sur les riches et le monde de l'argent. Je pense qu'on devrait plutôt changer nos mentalités de penser que les riches, ce sont les riches. Quelqu'un qui devient riche, c'est quelqu'un qui travaille. Et quand on veut devenir riche, c'est pas en s'asseyant dans une... je ne dis pas aux gens de quitter l'administration publique, forcément. C'est une vocation qu'on choisit, c'est un sacrifice. Allez demander à quelqu'un qui est riche aujourd'hui, sauf exception. Peut-être j'en connais pas, peut-être j'en connais. Mais je pense que ce sont les gens qui se lèvent le matin de bonne heure et qui travaillent, qui ont des charges, des heures de travail, des charges de travail assez énormes. Je me porte pas porte-parole des riches, moi-même j'en suis pas. Mais je reconnais quand même que des gens deviennent riches au bout d'un processus de travail. Et le capitalisme... Seulement parce que ce qui est reproché souvent aux riches, aux capitalistes, c'est de profiter de la masse ouvrière pour ramasser et accumuler les richesses. Quand quelqu'un travaille, est-ce qu'on ne lui paye pas son salaire? On lui paye son salaire. Et ça, je trouve, c'est ce qui est formidable. Pouvoir permettre à quelqu'un de pouvoir nourrir sa famille. Ça, c'est ce qui est formidable. Pourquoi on veut toujours faire le mauvais procès? Parce que je travaille pour lui, il est riche, il s'amasse de l'argent. C'est pour ça qu'il a créé son entreprise. C'est quelqu'un qui a pris un risque. Créer une entreprise, c'est prendre un risque. C'est se dévouer à ce qu'on fait. C'est pas aussi évident. Donc, Kamal, vous n'êtes pas choqué par ces sommes faramineuses qu'accumulent les dirigeants, les grands dirigeants du monde, les patrons du CAC 40 par exemple, au détriment des employés qui tirent le diable par la queue ou bien qui se laissent tirer par la queue par le diable? Pour parler du CAC 40, je ne pense pas que ces employés tirent forcément le diable par la queue parce qu'il y a un SMIC dans le pays en question et je pense que ce SMIC leur permet de vivre dignement. Donc, ici, je pense. Après, le SMIC ne peut pas permettre à quelqu'un forcément de vivre dignement parce qu'il a peut-être une grande charge. Et ça, ce n'est pas la responsabilité d'une personne précise. Mais c'est sa responsabilité, que chacun s'assume dans la vie et que chacun pense et fait ce qui est bien pour lui. Il vient au travail, on lui paye un salaire. Ce salaire, il est assez décent pour vivre. Moi, je ne trouve pas ce qui est choquant dans ce sens. Mais je comprends. Moi, je suis toujours dans une optique, dans une réflexion de solidarité. Il est important que nous soyons solidaires les uns envers les autres. Mais le capitalisme ne connaît pas la solidarité. Qu'est-ce qui est solidaire dans cette vie? Qu'est-ce qui est solidaire dans cette vie? On essaye, déjà donner un emploi à quelqu'un, c'est la meilleure manière d'être solidaire. C'est la meilleure manière d'être solidaire. Il se lève le matin, travailler, ce n'est pas que gagner de l'argent, c'est une dignité, c'est une fierté d'être fier. C'est une fierté de se dire, je me lève le matin, je vais travailler. Ce n'est pas que là, le côté financier, c'est un épanouissement. Et je pense qu'on couvre beaucoup d'aspects dans la vie de ces gens-là. Et pour revenir sur un patron du CAC 40, quelqu'un qui a la responsabilité de manager, je sais pas, des milliers de personnes, vous voulez le payer à combien? C'est du travail. C'est quelqu'un qui ne voit pas sa famille. C'est quelqu'un qui voyage à un rythme effréné. C'est beaucoup de travail. Je ne suis pas forcément dans la vie de ces personnes, mais je pense que ce n'est pas quelque chose à banaliser. Et ne regardons pas que le côté où c'est un patron. Il n'y a pas besoin de se regarder en chien de faïencerie, patron ou employé. Tout le monde n'est pas amené à être patron. Tout le monde n'a pas la faculté de diriger une entreprise.
C'est quelque chose, non seulement c'est un don naturel, mais c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on sacrifie des choses. On passe des heures à l'étudier. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être récompensé. Et pour revenir au contexte de cette émission, le contexte togolais, et creuser davantage la parenthèse qu'on a ouverte, vous pensez que nos pays peuvent s'en sortir avec le libéralisme en donnant plus d'opportunités au capital et au secteur privé? Mais quand vous faites l'analyse du tissu économique de notre pays, c'est quoi? C'est du libéralisme, c'est du capitalisme. Tout le monde se lève le matin, tout le monde va travailler. En tout cas, ici au Togo, c'est ça. Mais dans la mentalité africaine, ce qui est formidable, ce qui est génial, c'est que quand on travaille, on sait qu'on a le devoir d'aider des gens derrière. On a la solidarité envers nous, nos parents, nos amis, notre communauté. Et c'est d'ailleurs l'un des piliers de ce que nous défendons au sein de l'engagement pour l'avenir. Quand on va distribuer du matériel scolaire à nos jeunes frères, c'est parce qu'on se dit que c'est important pour nous de consacrer une petite partie de ce que l'on gagne aussi, une petite partie ou une grande partie, j'en sais rien. Mais c'est important pour nous de consacrer cette partie à leur éducation. Et c'est notre manière aussi de contribuer au développement du pays, parce qu'en formant des gens qui ont beaucoup de choses dans la tête, qui pourront servir le pays un jour, c'est comme ça on développe notre pays aussi. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec, parce que distribuer 2 cahiers par-ci, des crayons, des craies, est-ce que ça résout fondamentalement le problème? Ce n'est pas du saupoudrage. Est-ce que ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin comme le dirait l'autre? Je vais vous dire quelque chose. Allez un peu dans des écoles. Je vous jure, il y a des élèves que pour le manque d'un cahier ou le manque des fournitures scolaires, ils ne vont pas à l'école. Ils en restent là et ils sortent du système éducatif. Je ne dis pas que c'est un besoin qui, apporter des cahiers, c'est quelque chose qui résoudra tous leurs problèmes. Il y a une multitude il y a tout un tas de problèmes. Ça couvre beaucoup plus d'aspects que ça. Mais au moins, moi, j'apporte, avec mon équipe, et au sein de notre mouvement, nous apportons une réponse précise. Ce cahier servira à étudier et écrire quelque chose. Mais au même moment, est-ce que le problème n'est pas ailleurs, Kamal? Quand on va dans les établissements scolaires, d'autres repus sont dans les classes en train de faire, comment on dit, de s'échanger des messages, ne pas faire attention aux cours, de la distraction. Est-ce qu'il ne faut pas aider plutôt ceux-là plutôt que d'aller distribuer les... À ce que je sache, je ne suis pas le proviseur dans l'établissement ou je ne suis pas... en tout cas, je coupe aucun poste dans l'enseignement. Donc, vous faites votre part. Hein? Je fais ma part et justement, la raison fondamentale pour laquelle moi je vais dans ces établissements, c'est pas forcément de distribuer un cahier. Je distribue le cahier parce que je pense que c'est nécessaire. Mais la raison fondamentale pour laquelle j'y vais, c'est... De pouvoir discuter avec les apprenants, de pouvoir leur dire que l'éducation, c'est quelque chose de formidable, et de pouvoir les sensibiliser sur les valeurs citoyennes, qui s'intéressent plus à ce qu'ils font, et que c'est ce qui fera d'eux des citoyens modèles de demain, de leur communiquer quelques petits conseils peut-être que je sais ou que je sais pas. C'est plus pour ça que moi je vais dans ces établissements. C'est pas distribuer un cahier, je le fais parce qu'il y a un besoin. D'abord, je fais une visite dans ces établissements. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière, Kamal? Parce qu'en distribuant les cahiers, M. Adjaï est plus visible, non? C'est pas le but. C'est pas un produit financier que vous vendez aussi Un produit financier, j'ai meilleur en place pour le vendre. J'ai meilleur en place pour le vendre que le vendre à des élèves de lycée ou de collège, qui sont encore bien des mineurs, qui n'ont même pas la capacité à contracter. Donc, avant de visiter ces établissements, moi je fais personnellement une visite sur le terrain. Je vais voir le proviseur, je lui demande quels sont vos besoins. Et le vendredi 2 novembre, par exemple, on a été au lycée Bekel-Kamed de Lomé pour distribuer. Ce n'est pas que du cahier. On a été voir le proviseur. De quoi vous avez besoin? Il m'a clairement dit des kits sportifs et des cahiers. Oui. Et c'est ce qu'on lui a apporté. Mais est-ce que cette philanthropie-là ne tue pas justement l'entrepreneuriat? Le fait de promouvoir, de semer dans les idées qu'il est possible que quelqu'un, un certain Kamal, va venir de l'Istanbul, leur distribuer des cahiers, leur donner des subsides pour joindre les deux bouts. Est-ce que ça ne cultive pas la paresse? C'est pas ça le problème africain. Le fait d'être disponible à recevoir, attendre la main tendue de l'autre tout le temps.
l'aide publique au développement. C'est pas ça le souci de l'Afrique, Kamal? J'entends bien votre observation, votre point de vue, mais je préfère ne pas confondre l'un et l'autre. Quand on fait des affaires ou quand on travaille, c'est différent. Et quand on va aider nos communautés, ça aussi c'est différent. Aider nos communautés, c'est un devoir. C'est l'appel à la nation, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est quoi l'appel à la nation dont vous parlez? C'est se dire, moi personnellement, c'est de me dire, j'ai grandi à Lomé, je suis né à Lomé, j'ai grandi à Lomé. Qu'est-ce que je peux faire pour aider basiquement ces apprenants à avancer un peu? C'est un devoir envers mon pays. Donc vous redonnez à la nation ce qu'elle vous a donné. Ce qu'elle m'a donné. C'est un devoir envers mon pays. C'est la base de la citoyenneté. Et d'ailleurs, je profite de ce plateau pour de lancer un appel à ceux qui nous regardent d'en faire autant. Tout seul, on peut faire tout seul ou ensemble, on peut faire beaucoup de choses. J'ai envie de dire, tout seul, le développement de ce pays, c'est pas une affaire de gouvernement ou une affaire de président de la République. C'est une affaire de tous. Travaillons ensemble, apportons ce que nous pouvons apporter. Et quand moi je vais dans ces établissements et je vois le sourire sur les lèvres, déjà savoir qu'on vient, ils sont contents parce qu'ils vont recevoir des cahiers, ils pourront travailler. Je ne dis pas que c'est. Je ne dis pas que de votre visite. Après vous ne savez pas si ce sont les pleurs, les grincements de dents qui meublent la journée de ces élèves. En tout cas, j'espère que ce sont des pleurs pour avancer dans le bon sens et ça me fera formidablement plaisir. Donc, pour de vrai, vous pensez que le PND, là, c'est une opportunité pour le Togo de renforcer son développement? Bien sûr. Tous les pays du monde ont un plan de développement. Pourquoi pas le Togo? Et en fait, il faut comparer le PND comme un tableau de bord. Je vais relativiser avec une voiture. C'est un tableau de bord d'une voiture. C'est-à-dire, je roule à 100 km/h, je me dis, je roule à 100 km/h, ainsi de suite. Et il y a le PND. Maintenant, il faut assortir le PND des indicateurs. J'ose croire que c'est déjà fait. En tout cas, il n'y a pas de plan sur le long terme sans indicateurs. C'est-à-dire de contrôler au jour le jour où nous en sommes, où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer, pour réaménager. C'est ça un plan. C'est ça un plan. Et en outre du plan, pour parvenir à un développement, moi j'ai envie de dire ceci. Le développement, c'est dans l'esprit de tout le monde. C'est dans un comportement. C'est un processus. Il faudrait préparer la population togolaise. Il faut leur comprendre. Vous le disiez tout à l'heure. Faudrait les préparer que la mendicité ou l'assistanat, j'ai envie de dire. La mendicité, c'est un mot très fort. Vous m'en excusez. L'assistanat, c'est bien. On se doit d'assister quelqu'un, d'assister nos proches, nos communautés. C'est un devoir des citoyens. Mais d'abord, tout le monde doit se mettre au travail. On n'y arrivera que par le travail, rien que le travail et encore le travail. Il faut préparer les comportements, il faut préparer les mentalités. Il faut mettre dans l'esprit de tout le monde que quand tu as un poste, c'est l'abnégation. Tu as l'obligation d'un résultat, y compris l'administration publique, partout. On n'est pas là, c'est pas un travail où on vient, on fait comme on peut. Donc c'est une culture. C'est une culture qu'il faut à promouvoir, à instaurer. Oui, mais sans cette sensibilisation, sans cette culture, on va dire, est-ce que le plan sert à quelque chose? Bien sûr que le plan sert à quelque chose. Le plan, ça relève de la compétence de l'autorité publique. Maintenant, sensibiliser les gens, c'est ce que nous faisons. C'est aussi notre devoir. Est-ce que ça ne revient pas à l'autorité publique également? Mais vous voulez que l'autorité publique sensibilise tout le monde? Vous pouvez aussi le faire. Vous êtes citoyen togolais. Moi aussi, je peux le faire, je suis citoyen togolais. Donc, il suffit pas, c'est pas forcément, il faut que j'aille dans un ministère demain ou dans une administration publique me mettre à crier, à sensibiliser les gens. Même dans ma maison, je peux sensibiliser les gens. Même autour de moi, des jeunes de mon quartier, je peux le faire. Ouais, et on devrait tous le faire. En préparant cette émission, j'ai lu quelques textes, je suis tombé sur certains reproches faits à ce PND. Beaucoup disent que c'est un document qui a été rédigé par des nationaux. On reproche au Togo d'avoir utilisé des experts qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Des experts nationaux? Internationaux. D'accord. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes? Je ne suis pas dans le comité de rédaction du document, mais je pense que en dotant un pays d'un plan de développement, il faudrait obligatoirement associer les nationaux, qui sont ceux qui connaissent peut-être mieux le pays. Un plan de développement, il y a la base. Il y a l'ossature générale. L'ossature générale, c'est de dire
on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça, comme ça se fait partout ailleurs. Il y a des indicateurs, il y a tout ce qu'on veut et on dresse constamment des actions coercitives. Mais après, un plan de développement, ça prend en compte aussi les réalités du pays. Les réalités du pays, et qui connaît mieux les réalités togolaises qu'un Togolais ou une Togolaise. Je pense... Mais ça n'empêche pas qu'on fasse appel à des compétences étrangères. Mais il n'y a rien de mal à cela. Cherchons la compétence où elle se trouve. Nous vivons dans un monde globalisé aujourd'hui. Je peux quitter ici, aller travailler en France, au Luxembourg, au Bénin ou au Ghana. Pourquoi voulez-vous que ce soit vraiment que des Togolais? Mais il est important d'y associer les Togolais aussi. Et je pense, je ne sais pas, mais je pense que c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été, je pense que c'est ce qui a été fait. Le programme national de développement va de 2018 à 2022 et découle d'une vision. Est-ce que la vision est assez partagée pour qu'on en arrive à ce plan aujourd'hui? Vous connaissez la vision du Togo qui va à 2030. Est-ce que cette vision est assez partagée avec les Togolais pour qu'elle soit assortie d'un plan national? C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait plus sensibiliser les Togolais à se mettre au travail. Vous dites partager la vision avec eux, ça passera forcément par là. Il faudrait leur dire, c'est plus communiquer sur ce plan et plus leur dire, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons réaliser à horizon 2030 ou à 2022, pardon. Et il faudrait vraiment trouver des secteurs clés. Je ne sais pas si c'est déjà fait, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je le répète, loin de fâcher quelqu'un, mais c'est une bonne chose de pouvoir associer tous les Togolais autour de ce plan. Et je vais profiter pour quelque chose que j'ai lu, je l'ai appris par les journaux. Le chef de l'État, apparemment, il a souhaité à ce que ça soit fait dans un cadre de consultation large, totalement inclusif de la population. Je trouve formidable. C'est de ça on a besoin. Tout Togolais a sa pierre à apporter à l'édifice national. Tout Togolais a un talent à vendre. Et si, en lisant ça, je me suis dit, mais ça c'est génial, ça c'est formidable. Il faudrait composer avec tout le monde. On ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un de côté. Mais toute proportion gardée, M. Adjaye, est-ce que nos pays peuvent avoir des plans nationaux de développement? Je pose la question en considérant que vous connaissez bien les milieux de la finance internationale, avec les pressions et les contingences de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods. Est-ce que nos pays ont encore quelques marges de manœuvre pour pouvoir esquisser des plans de développement? Bien sûr. Après tout, qui pilote nos pays? Ce sont les nationaux qui pilotent nos pays. D'autres vous diront que c'est la finance internationale. D'autres diront c'est la finance internationale, mais on a bien vu par le cas de ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est notamment avec la Grèce. À un moment donné, il y a eu des pressions de la finance internationale, mais je pense que le gouvernement grec et l'Union européenne ont pu trouver un consensus à un moment donné pour dire stop. Moi, j'ose croire encore, je suis très très convaincu que ce sont nos pays qui pilotent nos plans de développement. Ah bon, donc vous pensez que ils ont la marge de manœuvre. Ont une marge de manœuvre, hein? Bien sûr, ils ont la marge de manœuvre. C'est à eux. Les institutions comme le FMI et la Banque mondiale, ils sont là juste pour apporter un appui financier. Ils avec des conditionnalités. Forcément. Les plans de développement de nos pays dans les années 80, c'est les programmes d'ajustement structurel que nos pays ont eu du mal à dérouler. Vous connaissez quelqu'un qui vous prête de l'argent sans condition? La condition, c'est quoi? Quelle est la base de la condition? C'est de m'assurer que vous me payerez à échéance, que l'argent que vous allez prendre, ça ne servira pas à financer quelque chose d'autre, ainsi de suite. Et ce plan de développement, non seulement ça a été développé par l'exécutif togolais, mais moi je suis aussi content d'apprendre que tous les partenaires financiers se sont roués dessus pour apporter un financement. Et c'est quelque chose qui s'élabore aussi en concertation avec eux. Et un financier ou la Banque mondiale, le FMI, quand ils vous prêtent de l'argent, ils vous prêtent de l'argent parce qu'ils sont sûrs que vous allez les investir dans quelque chose qui vous permettra de les rembourser. C'est pas, ils vous donnent pas de l'argent pour vous tuer derrière. C'est plutôt une mauvaise logique de dire on leur donne de l'argent et ça sert à rien. C'est parce qu'ils leur donnent de l'argent pour investir dans des projets de développement et ce sont ces projets de développement qui serviront à repayer ces prêts. J'ai écouté il y a quelques mois Angela Merkel dire que pour le développement de l'Afrique, il faut plutôt, moi je pense, des plans Marshall plutôt que des réformettes, de petits plans, etc. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu les taureaux par les cornes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses?
Bien sûr, je suis d'accord par cette vision des choses. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Et encore une fois, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en mettant l'accent sur le secteur privé. Enfin, c'est ce qu'on fait. Peut-être moi, dans mon activité professionnelle, si je mets l'accent sur l'investissement qui a une enveloppe de 3 000 milliards, je me dis, c'est qu'on prend les taureaux par les cornes. Ce sont des chiffres que vous avez lus sur papier. Dans la réalité, quand vous dites que des choses sont faites, est-ce que vous avez pris la mesure des choses? Parce que beaucoup pensent le contraire quand vous écoutez Vous êtes journaliste, vous êtes très bien imprégné de la situation économique togolaise. Je pense que ces dernières années, il y a eu un développement de tout un tas de mécanismes. De mécanismes de soutien. Je ne dis pas que ces mécanismes sont forcément très très efficaces. Je ne dis pas que c'est tout rose, c'est tout beau. Mais il y a un sens à aller vers le développement. Il y a eu la création de tout un tas de choses, le MIFA, le FAEJ, ainsi de suite. Ces réformes qui ont permis au Togo de faire un bond, comme vous le soulignez dans le rapport Doing Business, qui a été classé tout de suite, le Togo a été classé derrière la Côte d'Ivoire en forme de réforme ces dernières années. C'est excellent. Mais il faut faire plus. En tout cas, nous, citoyens, on attend plus. D'autres disent aussi que ce PND, le Programme national de développement, c'est une opportunité aussi pour la mobilisation des fonds au plan international. Expliquez-nous, en tant qu'ingénieur financier, en quoi ce document peut aider le Togo à capter des flux financiers sur le marché international. Ça peut aider le Togo à capter les fonds sur les flux sur le marché international, dans le sens où, quand on veut prêter de l'argent, au moins, on peut dire à un financier, je vais financer ton argent, ça me servira à financer ça clairement. Le financier, il sait qu'il y a une visibilité, il analyse ça, tout ça c'est analysé derrière. Il analyse, il sait que ce projet qu'il va financer, que l'État financera, ça permettra à l'État de gérer des flux de liquidités qui seront 10 fois, 20 fois supérieurs à ce qui a été emprunté initialement. Donc il a l'assurance qui sera payé. En tout cas, j'isole pour le moment les autres facteurs. Mais en tout cas, sur le plan investissement direct, il sait que son argent va dans un projet précis. C'est pas qu'on vient lui demander de l'argent maintenant pour faire du n'importe quoi. Il sait où va l'argent. Il sait où va l'argent concrètement. Et ça lui permet d'être beaucoup plus motivé à donner de l'argent. Et comment, selon vous, le Togo peut utiliser ce PND pour intéresser les bailleurs de fonds? Il doit y avoir des stratégies, non? Je ne sais pas comment la communication se fait à ce niveau, mais ce qui se fait de manière courante, c'est de faire des forums d'investisseurs, de faire un dîner en invitant des investisseurs, de leur présenter le projet dans son entièreté. Oui, comme certains pays le font. Comme certains pays le font. La Centrafrique l'a fait la dernière fois. Le Bénin l'a fait. Oui. Je pense que tout un tas de pays, le Tchad aussi l'a fait. Je pense que tout un tas de pays l'ont fait. Mais il y a aussi d'autres secteurs, d'autres canaux qui permettent de communiquer vers ces bailleurs de fonds. Ça peut être de la négociation directe, une approche directe. Organiser un forum économique. Bien sûr, ce serait bienvenu. Un forum économique sur les investissements. Présenter le projet, les opportunités de développement. C'est ce qu'il faut faire. Il faut organiser, il faut inviter les investisseurs. Et quand ils seront à Lomé, qui circuleront un peu, qui prendront goût à la vie de Lomé, ça les incitera plus à donner de l'argent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un gros effort à faire sur le plan national, intéresser les bailleurs de fonds nationaux aussi, parce qu'il doit y en avoir. En Afrique, il y a quand même des magnats, des milliardaires. Je lisais la dernière fois un article sur la cimenterie du Nigérian Dangote au Niger, avec une somme faramineuse, environ 230 millions de dollars. Est-ce que les Africains ne doivent pas faire plus confiance aux Africains dans la mobilisation des fonds? Je voulais revenir sur ce point. Je pense que même ici, nous allons trop loin en disant des Africains ou en disant des bailleurs de fonds internationaux. Même ici, sur le plan local, ici au Togo, il n'y a pas que des pauvres. Il y a Kamal, par exemple. Je ne pense pas que je le suis. Je pense que je ne suis pas ce que vous pensez, mais je vous le concède. Amen, comme on dit. Vous le prenez comme une prophétie. Oui, comme une prophétie, merci.
Je pense qu'il y a des gens riches. Il y a des entreprises qui ont des trésoreries énormes, qui ont des liquidités, qui peuvent investir dans des projets. On peut collecter de l'argent auprès de ces entreprises. On n'a pas forcément besoin de chercher. Mais pourquoi on ne fait pas confiance subitement à ces gens-là? C'est la culture ou c'est la crainte? Je ne sais pas qui ne fait pas confiance à l'autre, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Pour reprendre honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que c'est parce il manque un canal. Vraiment un canal, une structure, je le proposais, je reviens encore dessus, je le proposais sur un plateau de télévision, c'est qu'il faudrait créer un fonds d'investissement qui serait totalement autonome, je dirais comme une entité privée, et qui permettrait à toute personne de pouvoir apporter de l'argent et investir dans un projet ici. C'est du patriotisme économique aussi. Il n'y a rien de merveilleux que pouvoir financer un projet dans son pays. Et on aidera forcément un proche ou quelqu'un. Donc, cette structure peut aider à capter facilement les fonds de la diaspora surtout. Exactement, des fonds de la diaspora surtout. Parce que quand on parle avec les gens de la diaspora, loin des idées politiques, quand on parle basiquement du développement, ce sont des gens qui te disent « Mais j'ai envie d'investir au pays, j'ai envie de faire quelque chose. J'en ai marre d'envoyer des Western Union à qui que ce soit tout le temps. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais ?» Justement, c'est le temps de créer un fonds d'investissement, de pouvoir leur permettre d'investir dans ce fonds. Et la manne financière qui tourne autour de la diaspora est énorme. Mais même la diaspora, nous allons trop loin. Privilégions d'abord les locaux. Allez au grand marché, là, allez voir un peu. Il y a des gens qui tournent de l'argent. Il y a des gens qui tournent de l'argent. Et on peut capter ces investissements, ce flux financier, dans un véhicule d'investissement et les réallouer derrière vers la promotion d'entreprise. Mais M. Adjahi, il se dit que l'argent n'aime pas le bruit. Alors, pour l'épanouissement de ce plan de développement, il faut une stabilité politique pour donner confiance aux investisseurs. Est-ce que la situation du Togo inspire confiance? Vous soutenez qu'il n'y a pas de stabilité politique? Je pose la question en tant qu'ingénieur financier. Si vous devez donner conseil à un investisseur, par exemple, en tenant compte, en considération de la situation politique au Togo, vous lui direz oui? Je pense que, vous savez, je vais dire quelque chose qui est très fondamental en finance. Il n'y a pas de risque zéro en finance et il n'y a pas un risque que quelqu'un ne prend pas. Donc, plus je prends un risque, plus je demande à être mieux remboursé, à percevoir un meilleur taux d'intérêt. C'est pour vous dire, même en Syrie où il y a la guerre, il y a des gens qui investissent. Il y a des gens qui investissent. Parce que, et peut-être à un fort taux, sûrement. Mais il n'y a pas un pays où on ne peut pas investir. Et pour revenir au cas togolais précisément, je pense en tout cas qu'il y a une stabilité politique. Je suis sûr, je suis convaincu qu'il y a une stabilité politique. Laissez de côté, je profite aussi pour mentionner ce sujet des événements troubles que nous avons eus, sans loin de moi l'idée de faire toute apologie politique sur ce plateau, mais je pense que les événements que nous avons eus récemment, des marches à répétition, c'est quelque chose qui a été un contre-frein au développement du pays. Ça a fortement pénalisé l'activité économique du pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait plus répéter, par contre. Parce que, allez voir au grand marché, il y a des gens qui pleurent tous les jours. C'est le Togolais de base qui est touché par rapport à cela. Il y a encore des manifestations qui sont programmées parce que, selon les marcheurs, la crise n'est pas réglée. Leur revendication n'a pas de satisfaction. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais je me permets de dire, au fond, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est le bien-être de vous et moi, de tout Togolais et Togolaises. C'est le bien-être, c'est le développement de la nation, c'est l'épanouissement de tout le monde. Et je vais profiter aussi pour dire à nos politiciens que quand on est un parti politique, ce n'est pas que des invectives politiques, ce n'est pas que des arguments coup de poing sur fond politique. C'est le développement d'abord. Ce dont les Togolais ont besoin au jour d'aujourd'hui, c'est le développement. C'est le développement. Le problème qui urge ici, au Togo, c'est le développement, c'est l'emploi. Proposons des solutions concrètes aux problèmes concrets. Aux problèmes concrets. Ne nous lançons pas dans des débats infertiles, infructueux. Ce qu'il faut, c'est pour trouver l'emploi à la jeunesse. C'est réformer le système éducatif pour permettre aux gens d'être beaucoup plus aptes, beaucoup plus, j'ai envie de dire, compétents dans leur métier. C'est vraiment des projets sociaux. Et la politique, on peut en parler après. Oui.
Mais ça urge sur les terrains. Le développement, ça urge. Mais au fond, hein, pour le développement de l'Afrique, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur un nouveau modèle de développement où il faut simplement calquer les plans de développement sur le modèle occidental? L'Occident qui est en train de connaître ses limites, non? Pourquoi moi, je ne partage pas votre avis en disant que nous calquons un plan de développement sur le modèle occidental. Mais quand vous parcourez les plans de développement, on ne voit pas la nouveauté. La nouveauté, bon, déjà... Ou l'authenticité de ces plans de développement. Je vais vous dire quelque chose. Réduire la pauvreté, l'extrême pauvreté, j'ai envie de dire. Bon, je dirais il y a la pauvreté un peu partout. C'est peut-être pas le bon exemple que je voudrais... D'abord, bon, sur la définition du développement et de la pauvreté. Non, c'est pas ce sont des indicateurs. Tous les indicateurs nous viennent de l'Occident, alors que nous sommes dans un autre contexte. Tous les indicateurs, ça c'est la bonne gouvernance, c'est l'ossature de la chose. Après, les plans sont calqués sur le modèle de développement local. Mais c'est quoi le développement? Il faut qu'on s'entende sur cette expression. Le développement, est-ce que c'est des gratte-ciel? Est-ce que c'est des autoroutes simplement? Pour l'Africain, le développement doit pouvoir ressembler à autre chose, non? Dans le plan qui est arrivé à échéance, le plan SCAP dont je parlais tout à l'heure, il y a eu l'éducation primaire gratuite pour tous. Je ne pense pas que c'est un modèle de développement assez sur le mode de vie occidental. En Occident, tout enfant a l'obligation d'aller à l'école. Et ça depuis des années. Donc c'est quelque chose qui tient compte de nos réalités. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui est imprégné de notre vie quotidienne. Et ayant le mérite de saluer ce qui est bien, de ce qui se fait d'ambitieux, ayant le mérite de le dire. Et c'est pas parce que, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas comme on veut forcément qu'on dit c'est pas bien. C'est bien, mais peut-être on peut apporter une contribution, on peut avancer, on peut modifier, proposant aussi quelque chose. Donc il ne s'agit pas de critiquer. Pour vous, quand même, le Togo noir n'est pas mal parti. Moi, je ne vois pas de Togo noir. Moi, je vois un Togo prospère, un Togo jeune, un Togo dynamique, un Togo optimiste. Certes, il y a des choses à faire dans tous les domaines. Mais c'est ça aussi un pays. Un pays, tout n'est pas rose. Même les pays les plus riches du monde, tout n'est pas rose. Donc nous avons nos réalités, nous avons nos problèmes, nous avons nos solutions et on fait notre bout de chemin tout doucement. Et aussi, pour revenir aussi sur ce point, je le disais il y a quelques jours, nous avons 60 ans d'âge. Arrêtons de nous presser pour rien. Le développement, c'est un processus. 60 ans dans la vie d'une nation, ce n'est pas énorme, vous voulez dire? Lisez un peu l'histoire des pays occidentaux. Voyez un peu le nombre d'âges qu'ils ont et voyez un peu tout ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Je pense qu'on est des champions pour ce qu'on a réalisé en 60 ans. Des champions, pendant que d'autres, par exemple, regardez les bons points qu'on distribue pour le Rwanda, par exemple. Le Rwanda n'a pas plus de 60 ans d'indépendance. Le Rwanda a sa particularité. Le Rwanda a un autre budget. Le Rwanda a d'autres ressources que nous n'avons pas, peut-être, ou que nous avons. Le Rwanda, c'est le Rwanda. Le Togo, c'est le Togo. Chaque pays, son modèle de développement, chaque pays, sa particularité, chaque pays, son plan pour l'avenir. Ce n'est pas une théorie qui excuse tout, notamment la paresse. Je ne dis pas que c'est le cas dans le contexte togolais, mais ce que vous dites, ça correspond à tous les paresseux, à tous les travailleurs. Si. Certes, c'est un bon exemple, le Rwanda. J'ai omis de le préciser. C'est un très bon exemple. Je salue d'ailleurs ce qui se fait dans ce pays. Et je pense que c'est un bon exemple pour ce qui a été fait en peu de temps aussi. Mais on n'a pas, encore une fois, on n'a pas les mêmes réalités. Et arrêtons de penser qu'on mène chemin ensemble. Même si nous avons des objectifs communs, nous avons des plans, nous rêvons de la même chose qui est fondamentale, le bien-être de tous et le développement de nos pays. Mais nos réalités sont totalement différentes. Et ici aussi, les gens travaillent. Les gens travaillent au jour le jour, d'arrache-pied. Kamala Jaï, nous arrivons à la fin de notre entretien. J'espère que vous avez aimé. Et une dernière question. Je voulais poser, mais je n'ai pas eu la réponse précise. Pour vous, vous pensez que le Togo est sur le bon chemin, hein? Je pense que le Togo... En matière de développement. Je pense, certes, il y a des choses à faire, il y a des choses à réformer, il y a des efforts à consentir. C'est une lutte de tous les jours. Je connais tout un tas de domaines où il y a beaucoup de choses à refaire. Mais, globalement, le pays se porte bien.
et travaillons d'arrache-pied, allons de l'avant, laissons de côté les discussions infertiles et infructueuses, réunissons-nous autour de ce qui nous rassemble, qu'est le Togo, au lieu de se diviser sur des choses qui n'ont pas de sens. Je vous trouve un deuxième prénom, hein, Kamal Optimiste Ajayi. Mais vous savez, dans la vie, c'est une très bonne chose d'être optimiste. Hein. Quand on n'est pas optimiste, c'est fini. Ça va plus. Hein. C'est fini, ça. D'ailleurs, le titre de votre mouvement en dit long, engagement pour l'avenir. Engagement pour l'avenir, c'est un moyen de permettre aux jeunes Togolais, parce que je pense que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est l'espoir, c'est ce qu'il y a de plus formidable dans un pays. C'est un moyen de leur dire qu'ils comptent beaucoup pour la nation, oui, et qu'ils sont le bienvenu dans un cadre vraiment large où tout le monde a le droit de s'exprimer, de proposer quelque chose. Mais notre mot d'ordre, je le répète encore une fois, c'est le développement. Merci Kamal Ajayi, ingénieur financier, président du mouvement Engagement pour l'avenir. Merci à vous. Et nous arrivons donc à la fin de la première partie de New World Forum. Nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. Dans un instant, la seconde partie.